Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 78. Nous sommes le 5 juin 2017 et pendant une heure, je vais essayer de répondre aux questions des membres plus. Alors, un rapide tour d'horizon pour savoir qui est avec nous ce soir. Nous avons, j'ai vu Tania, bonsoir Tania, Louis-Paul, bonsoir Louis-Paul, Albert, bonsoir Albert. Sacha, Mathilde, Philibert, bonsoir à vous trois, bonsoir à Marc, bonsoir à Colette, bonsoir à Alain, bonsoir à Eve et bonsoir à Mickey et Alexandra. Alors, nous allons pouvoir démarrer tout de suite. J'ai vu qu'il y avait une première question de Tania. Petite suggestion au sujet de l'accès du forum, serait-il possible d'autoriser les membres plus à y accéder seulement pour lire les questions et les réponses sans autorisation de poser des questions? Merci. Alors malheureusement Tania, ce n'est pas possible. J'ai passé déjà beaucoup trop de temps à envoyer 250 messages aux personnes qui étaient inscrites pour donc réduire le nombre comme je vous l'avais indiqué pendant l'annonce du 7 mai 2017 et malheureusement je ne vais pas reprendre de mon temps puisque là l'objectif c'est de travailler moins et pas de travailler plus. Donc je suis navré Tania, mais cette requête ne sera pas validée. En tout cas, je ne prendrai pas le temps nécessaire d'apprendre comment il faut faire pour faire ce type de choses. Et je ne passerai pas le temps pour renvoyer 230 mails individuels à chaque personne comme je l'ai fait lors du forum, de ce que j'ai fait sur le forum. Donc navré Tania, ce n'est pas possible. Comme je vous le disais, l'objectif ici étant de travailler moins. Alain, bonsoir Cédric et bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue. Colette, alors mon problème de disque dur désactivé est résolu. J'ai fait des recherches comme vous, tout est ok. Formidable Colette, j'avais préparé un disque dur ce soir directement dans mon poste de travail pour qu'on puisse regarder ça. Mais donc apparemment vous avez résolu votre problème, ce qui est parfait. Donc votre disque était désactivé, vous avez réussi à le réactiver. Je ne sais pas, nous allions faire les essais ensemble ce soir, savoir si on allait pouvoir faire ça, mais si vous en êtes sortie toute seule, c'est parfait. Dites-nous juste si vous avez eu la possibilité, enfin déjà si vous aviez des données sur ce disque-là, et est-ce que vous les avez récupérées, ou est-ce que le fait de réactiver le disque, vous a fait perdre vos données. N'hésitez pas, si vous voulez partager cela avec nous, ça nous permettra à nous aussi d'apprendre. Merci Colette. Albert, tout est ok, formidable. Albert, tant mieux, j'ai même pas posé la question de savoir si c'était ok, mais apparemment ça avait l'air, le son a l'air de sortir. J'ai l'air d'être connecté sur YouTube, les vidéos sont lancées, l'enregistrement aussi. Donc ça a l'air de fonctionner. Bonsoir Mickey, bonsoir Alexandra, bonsoir Luigi. Eve, à quoi servent les DNS et peut-on les supprimer? Alors non, Eve, on ne peut pas supprimer les DNS. Enfin si, vous pouvez les supprimer, mais vous n'aurez plus d'accès à Internet. J'avais fait un grand discours sur les DNS déjà, me semble-t-il, dans un Demande à Cédric. On va essayer de regarder si on le retrouve. Et si on le retrouve facilement, je vous mettrai le lien et vous inviterai à aller voir. Parce que j'avais déjà pris pas mal de temps pour le faire. Donc voilà, sinon je réexpliquerai si on ne le trouve pas facilement. Mais grâce à l'index en théorie, nous devrions le retrouver facilement. Il faut juste attendre qu'il se charge, que le champ de recherche soit actif et nous allons pouvoir taper DNS. Alors, j'ai changé 2 fois mes DNS. Donc on ne va pas le retrouver facilement parce que je me souviens que c'était dans un Demande à Cédric et j'en avais parlé longuement, me semble-t-il, à Philibert. Mais comme je ne le retrouve pas facilement et que je ne vois pas comment je pourrais chercher, ce n'est pas grave, je vais vous en reparler puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Bonjour à Michel qui nous a rejoint. Alors les DNS, c'est quoi? Les DNS,
Lorsque vous allez sur un site internet que vous connaissez, par exemple formation informatique avec Cédric.fr, donc je vais taper fiac.tv, c'est un nom de domaine que j'ai acheté pour avoir le raccourci et arriver directement au bon endroit. Donc lorsque vous arrivez sur un site internet comme ici, eh bien vous avez rentré l'adresse en haut. Alors vous avez pu rechercher par Google, ça c'est une autre histoire, mais si vous connaissez l'adresse, eh bien vous pouvez mettre directement l'adresse qui se trouve ici. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien le navigateur sur lequel vous vous trouvez va vous afficher le site internet qui est en relation avec cette adresse. Donc si par exemple je veux aller sur TF1, je tape www.tf1.fr. J'appuie sur la touche entrée et je vais arriver sur le site de TF1. Si je veux aller sur le site de Google, je me mets dans la barre d'adresse, je tape www.google.fr. Voilà, donc c'est une façon simple, si vous voulez, de vous souvenir des sites internet. Mais les sites internet sont hébergés sur des serveurs et normalement, chaque site internet est un numéro, une adresse IP. Et cette adresse-là, il faudrait que vous puissiez la mémoriser pour la mettre à la place de google.fr. Donc, ce qu'ont inventé les ingénieurs qui ont créé ça, ils ont créé les DNS, qui est donc, au lieu d'avoir à mémoriser une adresse, parce que c'est plus facile de se rappeler de google.fr plutôt que de 148, 141, 132, 21 par exemple, c'est plus facile de se rappeler de google.fr et donc les serveurs DNS servent à faire la transcription au moment où vous allez écrire l'adresse et que les serveurs DNS vont être capables de se dire bah, ça se trouve sur telle machine. Donc ça par exemple vous pouvez le savoir si vous lancez une commande. Donc vous faites un clic droit sur le menu démarrer, ensuite vous allez dans invite de commande. À partir de là, vous allez taper ping, donc ça va vous permettre d'envoyer une requête sur le serveur. Donc je vais taper ping www.google.fr et lorsque je vais appuyer sur la touche entrée, vous voyez, il envoie l'information. On ne voit pas google.fr ici, on voit 74.125.206.94. Et ça, c'est une des nombreuses adresses de Google. Donc si je me mets dans la barre qui se trouve en haut et que je tape 74.125.206.94, je devrais normalement arriver sur Google. Donc je vais le sélectionner, on va le copier. Alors je peux pas, donc on va faire autrement, je vais le retranscrire. Donc j'ai dit 74.125.206.94 et si j'appuie sur la touche entrée, eh bien normalement j'arrive sur Google. Vous voyez, on arrive sur Google. Alors je vais vous le refaire. Je vais me mettre sur un site qui n'était pas Google. Voilà, je vais taper l'adresse 74.125.206.94. J'appuie sur la touche entrée et vous voyez, j'arrive sur Google. Donc, eh bien, si il n'y avait pas les serveurs DNS, il faudrait que vous tapiez ces chiffres et que vous les appreniez par cœur pour vous souvenir bien que pour arriver sur Google, il faut taper 74.125.206.94. Donc les serveurs de DNS sont là pour faire la passerelle entre ce que vous allez taper dans le navigateur et le serveur DNS va lui savoir que c'est 74.125.206.94. Donc si vous enlevez vos DNS, vous allez enlever donc vous allez dire à votre connexion internet, eh bien, je ne veux plus utiliser les DNS, donc je dois me souvenir de tous les sites et surtout de toutes leurs adresses. Donc évidemment, si vous voulez continuer d'avoir de l'internet, je vous conseille de les laisser. Et vos DNS, vous pouvez les connaître en tapant ipconfig, me semble-t-il. Alors c'est ipconfig/all. Donc espace /all, voilà. Et à partir de là, eh bien, vous devriez voir vos DNS qui apparaissent ici ou pas. Serveur d'HCP. Alors, serveur DNS, vous voyez, donc ici c'est 10.0.0.1. En fait, mon serveur DNS, c'est mon routeur, et c'est mon routeur qui, lui, a les bonnes adresses. Et donc, pour connaître les DNS, donc comment faire vous tapez par exemple DNS Orange, et vous allez arriver, en théorie, sur les DNS d'Orange qui sont DNS primaire 80.10.246.2, DNS secondaire 80.10.246.129 et ça se met normalement,
Enfin, ça c'était avant quand les gens faisaient manuellement. Maintenant, ce sont les box qui gèrent tout ça. C'est dans les box qu'il y a cette information. Et le fait de vous connecter à votre box, c'est votre box qui joue automatiquement ça. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, lorsque vous faites un clic droit sur votre connexion réseau, me semble-t-il, clic droit, vous choisissez ouvrir le centre réseau et partage. À partir de là, vous devriez avoir quelque part votre connexion internet. Vous choisissez modifier les paramètres de la carte. Donc là, vous arrivez sur votre carte réseau. Vous faites un clic droit, vous choisissez propriété. Et là, vous cherchez le protocole internet version 4, TCP/IP V4, vous double-cliquez. Et là, vous voyez, ici dans ce champ, il y a marqué obtenir une adresse automatiquement. Donc ça, c'est pour votre adresse IP. Et là, il y a marqué obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire que comme tout est en automatique, dès lors où vous êtes connecté à une box, c'est votre box qui va se charger de tout ça. Mais si vous le souhaitez, eh bien, si vous le souhaitiez d'ailleurs, vous pourriez choisir utiliser l'adresse IP suivante et utiliser les DNS suivants. Et vous rentreriez ici votre adresse IP, votre masse de sous-réseau, la passerelle par défaut qui est votre routeur ou votre box, et les serveurs DNS donc, que vous retrouverez sur Internet. Donc on a vu pour Orange ce que c'était, pour Gmail c'est autre chose, pour Google c'est autre chose, pour Free c'est autre chose, etc. Donc c'est à cet endroit-là, si vous voulez vraiment jouer avec vos paramètres de carte réseau, ce que je vous déconseille si vous n'êtes pas familiarisé avec le processus, parce que si vous mettez les mauvais chiffres, vous n'aurez plus de connexion internet. Donc toucher au réseau, il faut quand même savoir ce que l'on fait. Quant aux adresses DNS, je vous conseille de les laisser si vous ne souhaitez pas avoir de désagréments avec ceci. En tout cas, j'espère avoir été assez clair, c'est clair dans ma tête, mais ce soir je suis un peu fatigué, j'ai l'impression que mes explications partent un peu dans tous les sens. Malgré tout, si vous avez besoin de précisions supplémentaires concernant les DNS, n'hésitez pas à me demander des précisions. Alors, Colette, merci pour le complément. J'ai retrouvé toutes mes données. Vous pouvez quand même nous parler de ce disque. Colette, j'ai pas grand chose à vous dire. Juste que j'avais branché ce disque externe pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça pouvait se passer si le disque était désactivé. Je ne sais plus, je ne sais même pas si c'est possible je ne sais même pas, c'est la première fois que j'entendais parler d'un disque dur désactivé. Donc j'imagine que ça doit peut-être se faire au niveau du gestion du disque. Donc là, le disque a l'air de se comporter de façon normale. Hein. Vous voyez, il est là, backup. On va essayer de ranger quelque chose dessus. Qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai quelque chose qui traîne ? Sûrement. Je vais mettre ça, 1, 2, 3, 5 captures d'écran. Donc je vais les mettre dessus, je les colle, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce disque ? C'est donc le disque L qui est ici. Clic droit, est-ce que j'ai la possibilité de le désactiver ? Alors, masquer la partition comme active. Non, ça ne doit pas être ça. Propriétés. Est-ce qu'à partir des propriétés, je peux le désactiver ? Alors, on va quand même regarder rapidement. Alors, désactiver un disque dur. Activer, désactiver. Alors... si la carte mère de ton PC permet d'activer et de désactiver chaque interface SATA, tu peux à ton tour désactiver... Alors, pour accéder au gestionnaire du disque... Alors, clic droit sur les partitions à masquer, puis choisir modifier la lettre, supprimer.
D'accord. Je pense que le fait de supprimer la lettre, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois. Mais... Donc là, mon disque est ici. J'ai mis 5 images dessus pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Là, je suis dans mon gestionnaire de disques. Donc il faut faire très attention, hein, lorsque vous êtes dans le gestionnaire de disques, de ne pas toucher des disques qu'il ne faut pas. Donc là, je regarde, c'est bien Backup L, Backup L. Donc je fais un clic droit, je choisis modifier la lettre du chemin d'accès. Je choisis ma lettre, je choisis supprimer. Je clique sur oui. Voilà. À partir de là, voilà, le disque a disparu. Là, il n'est pas vraiment désactivé en fait, hein. On ne voit pas le disque avec une croix, à moins que dans l'affichage, il y ait les éléments masqués, les éléments désactivés. Non, on dirait pas. Alors, donc je retourne dans le gestionnaire des disques, je fais un clic droit, je choisis modifier la lettre du lecteur, je choisis ajouter, on va le laisser en L, je choisis OK. Donc là, le disque va remonter, en théorie. Voilà. Est-ce qu'il a gardé les images? Oui, ça c'est bon, donc ça c'est parfait. En revanche, donc, il n'y a pas de désactivation. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est en USB et qu'il n'est pas en interne? On va regarder. Désactiver un disque dur. Alors... Donc là, il parle dans la carte. Mais effectivement, la réponse est pertinente. Bon. Bon. Eh bien, je ne sais pas comment vous avez fait, Colette, pour réactiver votre disque. L'essentiel, c'est que vous ayez pu le réactiver. Comme je vous dis, est-ce que je ne vois pas la fonction de désactivation parce que, eh bien, c'est un disque qui est en USB et pas en interne? Ou est-ce que il faudrait que je fasse d'autres manipulations? Quoi qu'il en soit, comme nous n'avons pas vraiment le problème ici et que vous avez pu résoudre le vôtre, je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la question. Alors, Sacha, Cédric, que pensez-vous du logiciel Captivity? Eh bien écoutez Sacha, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais j'avais fait une vidéo sur le sujet à l'époque. Je crois qu'il a beaucoup changé, c'est Captivity. C'est Albert qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'il l'utilisait. Et donc, voilà, j'apprends à mon rythme, télécharger les vidéos. Donc j'avais fait une vidéo dans la formation J'apprends à mon rythme sur Captivity. Voilà, je l'avais découvert, je trouvais ça bien. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ça permettait de regarder les vidéos du replay, de les télécharger. Alors encore une fois, tout ça, hein, ça doit pas. Je suis pas sûr que ce soit 100%. On va dire légal, je ne sais pas comment est-ce qu'il gère, si le logiciel continue de fonctionner comme il est en France, je suppose qu'il doit faire les choses légalement. Moi je ne sais pas comment ça se passe avec les droits des chaînes pour télécharger ou récupérer ou visualiser le replay, mais en tout cas voilà, c'est un logiciel que vous pouvez tester qui vous permet de regarder et de télécharger les vidéos du replay. Et Albert m'a dit récemment qu'on pouvait aussi regarder les vidéos de YouTube et télécharger les vidéos de YouTube et que c'était plus facile. Donc Sacha, voilà ce que j'en pense. Je ne l'ai pas testé plus que ça récemment, mais je pense que il a fait évoluer ses fonctions depuis et que voilà, ça doit être de mieux en mieux vu que c'était déjà bien à l'époque. Alors, Eve, peut-on exporter et sauvegarder les mails de Gmail dans un dossier personnel? Alors, Eve, je ne me suis pas penché sur la question. Peut-on exporter et sauvegarder les mails de Gmail dans un dossier personnel? Donc, je ne me suis pas penché sur la question. Je m'y pencherai le jour où je ferai la formation sur les sauvegardes. Donc pour sauvegarder un maximum de choses, je ne sais pas comment ça se passe sur Gmail, je n'ai jamais eu à le faire. J'ai vu qu'il y avait des logiciels qui existaient pour le faire.
Vous avez également la possibilité d'importer vos mails dans un logiciel de messagerie sur votre ordinateur en décochant surtout la fonction de ou en cochant la fonction de garder les messages sur le serveur pour qu'ils restent sur votre Gmail. Mais ça dépend évidemment de combien vous avez de messages. Parce que si vous l'avez comme moi depuis très longtemps, je ne sais pas combien j'ai de messages, mais ça fait beaucoup de messages. Je ne pense pas qu'il y ait des fonctions intégrées pour faire un export de votre boîte. On peut regarder rapidement ce qu'il nous raconte, sachant que comme je vous disais, je m'y pencherai plus en détail quand je ferai la formation sur les sauvegardes. Sauvegarder Gmail, soyons fous. Alors, sauvegarder Gmail et les données Google sur son ordinateur avec Google Takeout. Sur Gmail, l'ensemble de vos messages électroniques sont stockés en ligne sur votre compte Google. Il peut être intéressant de récupérer ces mails en local sur son ordinateur pour les conserver. Google Takeout propose aux utilisateurs des services Google, un outil capable de sauvegarder l'intégralité des données stockées sur votre compte. Ainsi, outre Gmail, il sera également possible de conserver les données relatives aux contacts, documents, Google Drive, événements, agenda, Picasa. L'application en ligne va générer une archive et vous préviendra ensuite par mail lorsque celle-ci sera prête à être téléchargée. Après l'identification sur votre compte Google, accédez à la page suivante. Pour utiliser le service, vous pouvez également accéder à Google Takeout depuis paramètres, libération des données, télécharger vos données, paramètres de compte. Donc apparemment, il y a quelque chose qui est prévu directement dans Gmail. On va y retourner. J'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave. Alors, Gmail. Paramètres. Paramètres de compte, mais ça doit pas être par là. Mon compte. On va faire autrement. On va directement le rechercher. Je vais déjà vous copier-coller ça, comme ça vous pourrez regarder de votre côté, Eve. Alors, à quel endroit est-ce qu'on peut trouver ça? Donc, sachant que ce processus-là ne vous permettra pas, je pense, de... quoique... Bon, en tout cas, ça peut être assez intéressant. Faites attention aux pubs qui s'y trouvent. Vous pouvez lire. On va regarder Google, accéder au service Google Takeout. On va chercher Google Takeout directement au sein de Google. Alors, bah voilà, directement on y arrive, Google Takeout. Donc je vous mets le lien aussi. Alors, téléchargez vos données. Donc là, vous pouvez cocher ce que vous souhaitez récupérer. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Vous pouvez choisir donc le format que vous allez récupérer. Taille des archives max, 2 Go. Ah voilà, vous avez différentes tailles. Donc en fonction de la taille qu'occupe votre Gmail. Mode d'envoi, ajouter à Drive. Donc il y a un certain nombre d'options que vous pourrez voir ici. Et ça, à mon avis, ça va vous créer une sauvegarde ponctuelle au moment où vous faites cette chose-là. Donc ça peut être pratique. Après,
je pense que dans la page que vous avez vue, comme il va récupérer quelque chose au format zip, vous pourrez l'extraire et ensuite éventuellement le réimporter dans Thunderbird. Apparemment, comme il a l'air de le dire ici, il ne vous reste plus qu'à ouvrir le logiciel Thunderbird. Vos messages s'affichent dans les dossiers locaux et les sous-dossiers portant le nom de votre fichier Mbox. Donc voilà, ça c'est en 2 étapes, pardon. La première étape étant de récupérer l'archive et la seconde étape, si vous souhaitez les consulter sur votre ordinateur, étant d'utiliser par exemple Thunderbird pour les regarder en local. Mais en tout cas, voilà, ça vous donne une possibilité de sauvegarder si toutefois il devait arriver un gros souci avec les serveurs de Google. C'est pas encore arrivé, enfin ça a dû arriver, mais voilà, je pense qu'il y a peu de personnes qui ont été touchées. Mais cela dit, voilà, Google Takeout, ça s'appelle, ce qui vous permet bien de sauvegarder un petit peu les différentes choses de votre compte Gmail jusqu'à 22 choses qui se trouvent ici. Donc Google+, Agenda, les cercles de Google+, Chrome, Contact, Drive, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de choses que vous pouvez sauvegarder et vous pouvez décocher les choses que vous ne souhaitez pas sauvegarder si par exemple soit vous ne les utilisez pas, soit vous ne souhaitez pas les récupérer à ce moment-là. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui peut être donc pratique pour sauvegarder vos mails si vous le souhaitez, si vous avez peur qu'il arrive quelque chose à Google. J'aurai l'occasion d'en reparler, comme je vous disais, dans la formation sur les sauvegardes. Alors, Albert, Eve, avec Captivity, on peut aussi télécharger les vidéos sur YouTube et de la musique MP4. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Albert m'avait indiqué qu'on pouvait faire ça. Je vous répète, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de le faire. C'est illégal si vous n'avez pas les autorisations de la personne qui a hébergé la vidéo, la musique ou ce genre de choses. Donc si vous le faites, c'est vraiment comme vous voulez, mais sachez que ça n'est pas légal. Alors, Sacha nous dit, j'ai le logiciel Captivity. Parfait. Captivity bien, mais nous n'avons pas les chaînes locales. Oui, bah écoutez, c'est déjà, voilà, chaque logiciel a ses limites, Colette, et Captivity apparemment ne fait pas les chaînes locales. Ça doit déjà être un gros travail de mettre à jour toutes ces versions de logiciels pour contourner ce que font toutes les chaînes pour ne pas pouvoir récupérer le replay. Parce que vous imaginez bien que si vous utilisez Captivity, toutes les chaînes qui proposent du replay et pendant les replays vous avez les publicités, Captivity ça contourne un peu tout ça. Donc voilà, je ne sais pas comment lui gère la légalité par rapport à son logiciel. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des règles qui régissent tout ça. Et donc il faut ne pas faire n'importe quoi non plus. Cela dit, voilà, Captivity je l'ai utilisé il y a longtemps. Enfin, je l'ai surtout découvert et je vous en ai parlé. Je ne l'ai pas forcément utilisé puisque je ne regarde pas la télé. Mais voilà. Soyez quand même vigilants avec ce que vous faites. Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui tout est gratuit. C'est pas forcément le cas. Il y a des droits d'auteur, il faut les respecter. Voilà. Alors, Eve, comment avoir une alerte de Gmail pour rappeler les anniversaires ou autres? Alors, quand vous êtes sur quand vous avez votre compte Google, vous avez la possibilité d'avoir un agenda. Donc l'agenda se trouve dans les 9 petits points qui sont ici. Vous avez agenda. Et à partir de là, quand vous allez avoir un anniversaire, eh bien vous allez pouvoir le rajouter. Par exemple, vous pouvez rajouter un calendrier. Je ne sais pas si j'ai des calendriers là. Oui,
les anniversaires. Alors, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose. Donc ici, vous avez un calendrier des anniversaires. Donc si par exemple, aujourd'hui, le lundi 6 mai, vous avez un anniversaire. Donc on va rajouter une... je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il passe tout le temps en anglais. Donc on va le repasser en français pour que vous ayez quelque chose qui soit à peu près... voilà, si vous l'avez en français. Donc on part du principe que nous sommes le lundi 6 et que ce soit voilà, pour un anniversaire, que ce soit pour voilà, un rendez-vous que vous pouvez avoir. Donc vous vous rendez dans le calendrier, donc je vous conseille de l'utiliser dans l'agenda, pardon. Je vous conseille de l'utiliser, de vous mettre à l'utiliser si vous ne l'utilisez pas encore. Parce que si vous avez ce réflexe-là, eh bien, ça vous permettra voilà, de rajouter vos dates anniversaires, de rajouter vos rendez-vous et ce genre de choses. Et donc à partir de là, eh bien, vous allez avoir donc anniversaire. Donc si par exemple je veux créer un nouvel événement, donc je choisis créer, comme vous avez pu voir donc ici en haut à gauche. À partir de là, vous pouvez mettre anniversaire Cédric. On va mettre anniversaire Eve. Voilà. Vous allez dire que c'est une récurrence. Donc vous allez choisir en dessous récurrence. Et à partir de là, vous allez choisir ici tous les ans. Donc répéter tous les ans ici. Pas de date de fin. Et résumer donc tous les ans le 5 juin. Et une fois que vous avez choisi la récurrence, vous choisissez OK. Ensuite, à partir de là, vous avez en dessous notifications. Donc dans les notifications, vous allez pouvoir avoir donc des notifications ou des emails. Les notifications, c'est ce qui apparaîtra si vous synchronisez votre téléphone ou si vous êtes en train d'utiliser. Normalement, il y a une notification qui apparaît à l'écran. Mais il me semble que c'est sur les téléphones essentiellement. Sinon, si vous voulez recevoir un mail, vous choisissez ici notification email. Et vous choisissez quand est-ce que vous souhaitez le recevoir. Est-ce que c'est 30 minutes avant? Est-ce que c'est un jour avant? Si par exemple vous voulez être prévenu le jour d'avant pour l'email, ou si vous voulez que ce soit 5 jours avant, enfin c'est un petit peu vous qui choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Et ensuite, eh bien, ça va ajouter cette notification lorsque vous allez cliquer sur enregistrer. Donc là, j'ai cliqué sur enregistrer. J'ai dû me tromper d'agenda d'ailleurs. Donc vous pouvez tout à fait modifier ça. Donc vous cliquez ici, modifier. Je vais modifier quoi? Je vais modifier l'agenda, pardon, qui se trouve ici, parce que là, il me l'a enregistré sur mon agenda personnel, alors que je veux qu'il l'enregistre. D'accord, je peux pas l'enregistrer dans les anniversaires, donc. D'accord, donc on va choisir ici toute la journée, comme ça vous l'aurez ici en haut. Donc vous avez choisi donc toute la journée. Les modifications que je suis en train de faire, là il faut que je lui demande de le faire sur tous les événements, sinon il va le faire juste sur cet événement ou sur les événements suivants. Donc je choisis tous les événements, c'est-à-dire toutes les récurrences que j'avais choisies ici, donc je choisis tous les événements, et voilà. Et ici comme ça vous l'aurez en haut et il ne fera pas partie de votre journée. Et vous l'aurez ici, et donc vous pouvez, pareil ici, vous cliquez dessus, et à partir de là, vous pouvez le modifier si vous voulez d'autres notifications. Parce que, en théorie, aucune notification définie. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mémorisé la notification qu'on lui avait demandé, donc je vais recommencer. Ajouter une notification. Donc notification un jour avant à, on va dire, 9h du matin. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter une notification, choisir email 5 jours avant à 9h du matin, ajouter une notification par email un jour avant, et comme ça, eh bien, vous n'oubliez pas d'enregistrer, de modifier pour tous les événements. Et à partir de là, eh bien, cet anniversaire-là sera donc à chaque fois qu'il y aura un anniversaire, il vous enverra un email un jour avant. Vous aurez une notification sur le téléphone et vous aurez un email 5 jours avant. Donc ça vous permettra eh bien, de préparer votre cadeau et de ne pas oublier de le souhaiter. Et là, eh bien, vous aurez un rappel sur votre téléphone. Donc c'est comme ça que vous pouvez procéder. Ce que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec le calendrier anniversaire. Mais je me demande si le calendrier anniversaire ne se fait pas à partir des contacts de Gmail. On va regarder ça tout de suite.
Contact, on va rajouter un nouveau contact. Non, on va modifier le contact de Jean Dujardin. On va rajouter son anniversaire. On va dire que c'est le 70. Voilà. Donc, on va s'assurer qu'il a bien mémorisé l'information. Voilà, 6 juin 70. Et on va regarder si sur notre agenda, ça va apparaître au niveau des anniversaires. Voilà, tout à fait. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le calendrier anniversaire qui est ici se remplit automatiquement avec les contacts. C'est-à-dire que dans vos contacts Gmail, si vous avez mis les dates anniversaires des personnes, eh bien, ça arrivera automatiquement dans votre agenda. Donc si vous voulez vous simplifier la vie pour ne pas rajouter donc les anniversaires de tout le monde dans votre agenda, vous avez la possibilité de le faire directement au sein de vos contacts dans Gmail et vous voyez ça apparaîtra ici. Alors après, je ne suis pas sûr que vous ayez des notifications qui soient prévues automatiquement. Donc, si vous voulez vraiment avoir des notifications, peut-être il faudra les rentrer dans votre agenda. Mais une fois que vous l'avez rentré, eh bien, vous voyez, ce sera récurrent tous les ans. Si je passe en juin 2018, avril, mai, juin 2018, vous voyez, le 6... Ce sera un lundi. Non, là je suis où là? Si c'est ça. Ce sera un lundi et donc vous voyez, on a un mardi, pardon, on a l'anniversaire qui se trouve ici. Voilà, donc il a été mémorisé pour toutes les occurrences. Il a gardé toutes vos notifications, ce qui vous permet, eh bien, voilà, vous l'avez rentré une fois l'anniversaire. Vous avez mis que c'était récurrent. N'oubliez pas de mettre que c'est récurrent, sinon, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Et à partir de là, eh bien, vous aurez les notifications et vous aurez les différentes choses directement au sein de l'agenda. Voilà, Eve. Alors, Albert, pour Captivity, je télécharge que les vidéos de Louis-Paul et ou les formations Demande à Cédric. Pas de souci Albert, moi je ne fais que vous informer, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez télécharger ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je vous préviens pour que vous soyez au courant de cela. Alors, Eve, à quoi sert le journal Windows et faut-il intervenir et à quel moment? Alors, le journal de Windows, ça doit servir à quelque chose, je ne sais même plus où est-ce qu'on le retrouve. Je pense que c'est ce qui liste les événements de Windows qui se passent. Donc c'est par cet intermédiaire-là que vous allez pouvoir voir si vous avez des écrans bleus, si vous avez des soucis avec des applications ou ce genre de choses. Je ne sais même plus comment on le fait apparaître. Journal Windows. Qui s'appelle donc l'observateur d'événements. Donc, petit point intéressant pour les piliers de la recherche efficace. Donc vous voyez, je ne savais pas que, enfin voilà, j'avais oublié que ça s'appelait l'observateur d'événements. Et donc vous voyez, j'ai cherché journal Windows et je vais affiner ma recherche en mettant observateur d'événements, puisque je pense que ça s'appelle l'observateur d'événements. Donc je vais mettre observateur événement Windows 10, voilà. Ouvrir l'observateur d'événements. Alors, l'observateur d'événements est un outil qui affiche les informations détaillées sur les événements importants de votre ordinateur. L'observateur d'événements peut être utile pour résoudre des problèmes affectant Windows. Pour ouvrir l'observateur d'événements, tapez observateur d'événements dans la barre de recherche, puis appuyez sur Entrée. Donc vous appuyez sur la touche Windows, vous commencez à taper observateur d'événements et quand il apparaît, vous cliquez dessus et là ça devrait le lancer. Donc à partir de là, vous allez arriver donc sur l'observateur des événements de Windows, donc savoir ce qui s'est passé, quand, comment, quoi, et c'est à partir de là que vous aurez certaines informations. Je vous avoue que je n'y vais que très peu. C'est à partir de là que vous pouvez voir donc les écrans bleus, s'il y a eu des erreurs critiques, à quel moment.
Et donc en cliquant sur les différents événements, vous pourrez voir ce qui s'est passé, je ne sais plus exactement. Journal Windows, système. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé sur mon ordinateur ces derniers temps. C'était quand ça? C'était aujourd'hui. Et donc c'est tout un listing de ce qui s'est passé. Et donc là on peut s'apercevoir qu'il y a eu une erreur. Une erreur quand aujourd'hui à 8h59. Je ne sais pas quelle est cette erreur. Est-ce que j'ai une erreur ce matin à 9h? C'est possible. Enfin bon bref, le journal, l'observateur d'événements vous sert donc à voir ce qui se passe dans votre ordinateur. Je l'utilise très peu comme je vous le disais, à part pour regarder éventuellement des soucis sur des erreurs critiques pour les écrans bleus. Les écrans bleus, c'est à cet endroit-là qui sont répertoriés et ça vous donne des informations sur quoi chercher si c'est un problème avec tel ou tel périphérique ou ce genre de choses. Donc ça vous permet d'avoir des informations sur votre Windows. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres utilisations que je ne pourrai malheureusement pas vous indiquer puisque je ne sais pas m'en servir, mais rien ne vous empêche de chercher dans Google, utiliser l'observateur d'événements, voilà. Et à partir de là, tutoriel sur l'utilisation de l'observateur d'événements, vous allez trouver votre bonheur. Enfin, en tout cas, j'espère. Voilà. Je vais vous copier-coller comme ça, ça vous fera un petit peu de lecture. Voilà. Alors, c'est quoi firmware dans une clé USB? Alors, Eve, vous avez beaucoup de questions, hein. Beaucoup de questions. Alors, c'est quoi le firmware d'une clé USB? Le firmware d'une clé USB, je pense que c'est le logiciel qui permet à la clé USB de fonctionner. Une sorte de BIOS pour la carte mère, pour l'ordinateur. Ça doit être une petite puce qui se trouve sur celle-ci et qui permet de stocker les informations essentielles pour pouvoir faire fonctionner cette même clé. Comment réparer une clé USB ? Ah mais je suis dans les images, effectivement je comprends. Alors, votre clé USB est indétectable sur votre PC, votre clé est protégée par l'écriture, il est impossible de la formater d'y accéder dans une seule. Voir comment flasher une clé USB endommagée et la rendre fonctionnelle. Alors pour commencer, il faut chercher le firmware de la clé en question. Voilà, donc le firmware, c'est une sorte de petite puce qui contient les informations qui permettent de faire fonctionner la clé. C'est un petit peu l'équivalent du BIOS de la carte mère. Et donc c'est un petit programme qui permet de communiquer avec les différents périphériques sur lesquels elle pourrait être connectée. Voilà, Eve, ce qu'est le firmware d'une clé USB. Et donc sur cette page là il parle de si votre clé n'est plus détectée ou n'est plus reconnue, et bien que vous avez la possibilité de de flasher en fait le firmware de cette même clé USB pour qu'elle soit à nouveau reconnue.
Ce qui, à mon avis, n'est pas évident que vous récupériez les données qu'il y a dessus si vous aviez un souci. Voilà, Eve. Alors, y a-t-il d'autres questions? Heureusement que Eve est là pour animer nos demandes à Cédric. J'avais pas vu votre question, Philibert. Certains affirment que les DNS de Google sont plus rapides que les autres. Je n'ai pas d'avis sur la question. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question plutôt. Quels sont les DNS de Google? Je crois que c'est 444 888. On va le vérifier. Peut-être que les DNS de Google sont plus rapides. Je ne sais pas. Voilà, les adresses DNS de Google, c'est 888 et 8844. Donc si vous voulez mettre les DNS manuellement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure directement au sein de la carte réseau, vous avez la possibilité de mettre les DNS de Google. Après, je vois pas vraiment l'intérêt. Enfin, il y en a sûrement un. Mais... alors, que nous dit Corben sur le sujet? Corben qui est un très bon site pour les personnes qui ne connaissent pas Corben. Très bon site de vulgarisation informatique et de beaucoup d'autres choses. Enfin, il parle aussi, il y a beaucoup de techniques. Alors, que nous dit Corben? Il nous dit que parfois les DNS de notre fournisseur d'accès ne fonctionnent pas et que donc les DNS de Google peuvent être un palliatif à cela. Sinon, jusque-là bien, Google nous explique que ça va nous permettre d'accélérer votre navigation sur Internet avec les DNS mis à jour plus rapidement. Ils font même du pré-fetch, préchargement sur les requêtes. Et bien sûr, cela va améliorer la sécurité de l'internaute en les protégeant, entre autres du DNS poisoning et attaque DDoS pour les serveurs. Wow, génial, non? Google pense vraiment à l'internaute et souhaite vraiment... Alors, parce que ça, à mon avis, il y a un autre côté. Et si on se demandait 2 secondes à qui profite à Google dans cette opération, vous allez voir, ils sont très malins. Voilà, je ne vais pas lire tout l'article. Si ça intéresse Philibert de lire ce que vont faire les DNS de Google, n'hésitez pas, Philibert, je suis certain que ce sera très intéressant puisque Corben, comme je vous le dis, est vraiment quelqu'un qui recommande énormément de choses. Si vous ne connaissez pas son site, n'hésitez pas à aller le voir. Alors, Eve, dernière question pour ce soir. Comment faire un pêle-mêle de photos sans logiciel? Bah, je sais pas. Vous prenez des ciseaux, de la colle, du papier, et puis vous faites votre pêle-mêle de photos directement dans la vraie vie. Mais sans logiciel, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est d'utiliser Picasa pour faire un pêle-mêle de photos, parce que c'est vraiment bien. On va essayer de l'installer, voir si on peut toujours l'installer, Picasa. Quoique c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée, parce que j'ai beaucoup de photos là. On va regarder. P-I-C-A-S-A. Où est-ce que je suis là? Alors, Picasa,
Est-ce qu'on peut encore le télécharger? Non, il parle de Google Photos. Donc en théorie, vous pouvez le récupérer sur comment ça marche. Il y a l'installeur de Picasa qui est toujours disponible. On va voir si on peut toujours l'installer. Donc là, je me suis rendu sur le site de comment ça marche. Je vais télécharger Picasa. Voilà, enregistrer sous. Bureau, enregistrer. Je vais attendre que ça finisse de se télécharger. C'est un peu long. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Donc, je double-clique pour lancer Picasa, qui n'était plus installé sur mon ordinateur, mais comme vous pouvez voir, on peut encore le télécharger. Donc là, je vais aller doucement. Donc, j'accepte. Installer. Voilà, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Donc j'espère juste que je vais avoir la possibilité de lui dire de ne pas chercher mes photos, sinon c'est foutu. Alors, lancer Picasa 3, on va dire oui. Envoyer des statistiques, on va dire non. Ajouter un raccourci dans le lancement rapide, on va dire non. Pardon. Et sur le bureau, on va dire oui. Comme ça, on pourra le relancer rapidement et je le supprimerai après. Fermer. Voilà, dis-moi. Voilà, ouf, c'est bon. Donc là, rechercher uniquement dans mes dossiers, rechercher des photos parmi tout le contenu de mon ordinateur, choisissez cette option uniquement les photos dans les dossiers. Ben non, moi je veux rechercher nulle part. Bon, on va lui dire rechercher dans les dossiers, on va choisir continuer, on va dire termine, non, ne pas utiliser la visionneuse pour l'instant, terminer, non merci, on va fermer, d'accord. Donc là, non, mais non, mais non. Où est-ce que c'est qu'on modifie les paramètres de recherche? Outils, options, type de fichier, non, c'est pas ça. Je sais plus où c'est. Alors, propriété, non, c'est pas ça non plus. Dossier. Bon. Ça n'est pas vraiment très grave. Je ne sais pas ce que c'est que ces photos. Je ne sais pas d'où elles viennent. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec Picasa, vous aurez la possibilité. Donc, prenons par exemple les photos qui se trouvent ici. Je les ai sélectionnées comme je les sélectionnerais dans un dossier. Je sélectionne la première, je sélectionne la dernière. Ça me les sélectionne toutes entre les deux. Et à partir de là, je ne sais plus à quel endroit c'est. Pour créer un album, peut-être en faisant un clic droit, ça marche. Je me rappelle même plus comment faut faire. Ça doit s'appeler montage. Photo. Non, création. Montage photo. Voilà. Donc vous allez dans création, montage photo. Voilà. Et là, eh bien, il va vous créer une page. Il vous a mis toutes les photos qui sont ici. Je ne sais pas du tout d'où viennent ces photos. Et vous avez la possibilité, si vous souhaitez, de les positionner. Donc voilà, vous allez pouvoir jouer sur l'emplacement des différentes choses. Vous allez pouvoir les retourner, vous allez pouvoir les agrandir, les réduire. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir vous faire un pêle-mêle super. Sachant qu'il y a évidemment des presets qui vous permettent d'avoir les choses directement bien rangées. Donc là, c'est une pile d'images. Lorsque vous cliquez ici, vous avez mosaïque. Donc il va prendre toutes les images et il va vous en faire un pêle-mêle comme ceci. Donc là, voilà, vous pouvez déterminer s'il y a un espace entre les images. Voilà. Donc là, vous allez vraiment avoir en 2 temps 3 mouvements. Là, vous voyez, j'avais pas beaucoup de photos, mais quand même. 4, 7, 9. Avec 9 photos, j'ai fait un pêle-mêle très rapide. Je sais que j'ai la possibilité de les modifier si je le souhaite. Si je veux que les plus petites soient là, la plus grande soit là, vous pouvez cliquer, glisser les photos. Bref, ce sera quand même plus simple qu'avec un papier et un crayon, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Et avec Picasa, vous voyez, c'est encore possible de le télécharger, c'est encore possible de l'utiliser. Il y a un cours sur Picasa directement dans le site et je pense que je vous montre comment faire ça. Donc vous vous rendez sur l'accueil du site, vous choisissez formation, vous allez dans je gère maintenant mes photos. À partir de là, vous descendez jusqu'à la formation Picasa, visualiser, retoucher vos photos facilement. Et je crois que créer un diaporama, non ça doit pas être ça, organiser toutes vos photos. Alors je sais pas si j'en ai parlé, mais vous pourrez découvrir l'option, ça s'appelle montage photo dans création.
C'est ça. Et à partir de là, eh bien, vous voyez, vous pouvez créer quelque chose de très très rapide et de très très bien. Vous avez différentes mosaïques prêtes, vous voyez, et vous pouvez jouer avec celles-ci ou les placer manuellement avec pile d'images qui vous permet eh bien, de les mettre comme vous le souhaitez, de les agrandir, réduire et de choisir les rotations. Et donc voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple pour faire un pêle-mêle de photos. Et à partir de là, vous allez pouvoir aussi l'enregistrer pour faire un fond d'écran. Si par exemple vous avez des enfants, des petits-enfants, que vous avez fait les photos ou des beaux paysages, vous pourrez l'enregistrer comme fond d'écran directement sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi choisir ici en bas lecture aléatoire des images, donc vous cliquez ici et ça va vous les remettre aléatoirement dans la page. Sinon, eh bien, vous pouvez les placer à votre convenance si vous voulez les plus grandes. Il me semble, est-ce que vous avez la possibilité de modifier quelque chose? Non, peut-être pas. Voilà, vous pouvez mettre une couleur d'arrière-plan, vous pouvez faire un certain nombre de choses. Donc là, si je choisis créer le montage, donc il est en train de me le créer, il va me l'avoir enregistré quelque part je suppose, ou je ne sais pas trop. On va regarder dans documents, dans images. Images, oh là c'est pas du tout ces images là. Est-ce que c'est ici Picasa, montage, voilà, et vous le retrouvez ici. Voilà, et ça vous permet, si vous le souhaitez, eh bien, de le mettre, définir comme arrière-plan. Et là, eh bien, vous l'avez comme arrière-plan sur votre bureau. Voilà, je pense que c'est la solution la plus simple, en tout cas c'est celle que j'utiliserai pour faire un pêle-mêle, Eve. Sans logiciel, je vois pas. Il faut forcément un logiciel. Et je pense que Picasa, comme vous avez pu le voir là, en 2 temps 3 mouvements, j'ai vraiment fait quelque chose de rapide. Voilà. Voilà, Eve. Je pense que c'est OK. Alors, Philibert, merci Cédric, j'ai de la lecture, avec plaisir Philibert, et vous verrez, le site de Corben est vraiment très bien. Mathilde, comment réallumer un PC de bureau qui est toujours mal éteint par le bouton de la tour? La personne a des problèmes de mémoire. Alors, il n'y a pas vraiment de bonne solution pour allumer un ordinateur qui a été mal éteint, c'est-à-dire que si vous avez été obligé de l'arrêter en appuyant sur le bouton continu de la tour, eh bien, il faudra le rallumer, attendre qu'il s'allume et choisir dans le menu en bas, voilà, menu démarrer, je vais y arriver, arrêter et arrêter l'ordinateur. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème avec le système d'exploitation. Soit ça vient d'un composant matériel, soit ça vient du système d'exploitation en lui-même. Quoi qu'il en soit, si vous ne pouvez pas arrêter correctement votre ordinateur, c'est qu'il y a un problème quelque part, soit dans le matériel, soit dans le logiciel. Et et pour résoudre le problème, eh bien, il faut tester les différents composants et voir éventuellement d'où ça peut venir. Donc ça peut être un SFC Scan Now que vous pourrez retrouver dans ma véritable trousse à outils, SFC Scan Now, qui vous permet voilà, de vérifier les fichiers système, voir s'il y a un problème, de désactiver les mises en veille directement à partir du menu démarrer et après donc dans les paramètres de mise en veille, donc menu démarrer, paramètres. Après dans les paramètres, ça doit être dans... Où est-ce qu'elle est la mise en veille dans système? Alimentation mise en veille, voilà, c'est dans système, alimentation mise en veille. Et là, vous pouvez déjà essayer de ne pas mettre la mise en veille pour voir si ça ne va pas vous causer de problème. Bref, vous pouvez déjà essayer cette direction-là. Il est un peu tard pour que je vous en parle plus longuement, mais en tout cas, voilà, Mathilde, vous pouvez essayer ça. Et si vous savez d'ores et déjà que vous avez un problème de mémoire, eh bien, il faut soit la changer,
parce que si vous avez un problème physique avec la mémoire, votre problème logiciel ne se résoudra pas. Il faut d'abord corriger le problème physique avant de corriger le problème logiciel. On aura sûrement l'occasion d'en reparler demain. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Alors, la dernière mise à jour de CCleaner 5.30 est payante. Je ne crois pas. Alors, peut-être que la dernière version est payante, mais vous pouvez récupérer la dernière version gratuite. Donc, la dernière version gratuite de CCleaner, il vous suffit de vous rendre donc sur Google. Lorsque vous êtes sur Google, vous tapez Piriform. Voilà, vous arrivez sur le site de l'éditeur, donc vous vous assurez bien d'être sur le site piriform.com, vous cliquez ici. À partir de là, vous allez choisir Free Download pour le téléchargement gratuit. À partir de là, vous allez choisir la version gratuite, Download. Et là, le téléchargement devrait démarrer. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien la version 5.30 en version gratuite. Bureau enregistré. Et là, vous voyez, CCleaner Setup 5.30 et nous sommes donc sur la version gratuite. Je vais en profiter pour l'installer, comme ça on va regarder ensemble. Puisque j'avais une ancienne version, on va voir s'il désinstalle l'ancienne ou s'il réinstalle par-dessus. Alors, donc ici, installer CCleaner. Surtout, évidemment, vous lisez tout, vous choisissez personnaliser. Ensuite, à partir de là, on va lui dire activer l'analyse intelligente des cookies, je vais mettre non. Rechercher les mises à jour automatiquement, je vais mettre non. Ajouter au CCleaner, oui, pourquoi pas. Raccourci sur le bureau, bon, on va le laisser, on l'enlèvera après. Menu démarrer, non merci. Ensuite, on va cliquer sur plus et on va choisir installer juste pour moi. Je vais choisir installer. Alors, ce qui est très étrange, c'est que j'ai désactivé la chose intelligente des cookies, mais je suis certain que voilà, il va me l'avoir mis en bas à droite. Donc là, je ne vais pas lancer CCleaner, j'en ai pas besoin. Et quand je regarde ici, non, ça n'a pas l'air d'être activé. Je vais quand même lancer CCleaner pour être sûr que c'est bien la dernière version. 5.30, on est d'accord. Là, on est sur la version gratuite et il ne m'a pas activé les choses intelligentes des cookies. Si toutefois, vous l'avez installé sans faire les manipulations que je viens de réaliser, c'est-à-dire en cliquant personnaliser, vous pouvez aller dans options et après vous pouvez aller dans surveillance et vous décochez activer la surveillance du système. Et décochez ici aussi activer la surveillance du système pour ne pas qu'il se lance automatiquement ou qu'il vous propose une version payante et qui se lance au démarrage. Voilà Tania, comme vous avez pu voir, c'est gratuit et vous pouvez de toute façon le récupérer sur le site dans la trousse, je nettoie dans les formations, dans bien utiliser votre ordinateur. N'oubliez pas de vous connecter. Dès lors où vous êtes connecté, vous allez pouvoir accéder donc je me connecte. Voilà, donc une fois que vous êtes connecté, vous allez dans Formation, bien utiliser bien utiliser votre ordinateur, vous allez dans Je nettoie à fond mon ordinateur. À partir de là, vous arrivez sur la page du nettoyage du PC, vous choisissez cliquez ici pour récupérer le pack de logiciels et dans ce pack de logiciels que j'ai mis à jour hier, comme vous pouvez voir, vous retrouverez CCleaner en version gratuite comme je l'ai téléchargé ici. Voilà Tania, c'est gratuit. Alors, Eve, génial, votre logiciel, merci beaucoup. Avec plaisir, Tania, effectivement, pour faire les pêle-mêle. Je crois qu'il y en a peut-être d'autres qui existent, mais celui-ci, comme vous avez pu voir, en 3 clics, on a fait quelque chose de superbe. Tania, merci beaucoup. Cédric, vous êtes génial. Merci Tania, tout est parfait. Il est 19h03, on va s'arrêter ici pour ce soir. On se retrouvera donc demain, mardi 6/6/2017, donc 6 juin 2017 pour le Demande à Cédric numéro 79, me semble-t-il. Et voilà, on a fini. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Nous étions 24 aujourd'hui. J'ai cru voir un pic à 29, les habitués, les fidèles. Donc n'hésitez pas à revenir demain si vous avez d'autres questions.
Voilà, et Mathilde, si vous avez besoin d'un complément d'information concernant l'ordinateur mal éteint, vous n'hésitez pas, vous revenez demain et pour me poser la question. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.